je travaille beaucoup avec des branches, puis aussi du papier mâché, du paper pulp. Mais il y a toujours comme des éléments de recyclage, du bois, des éléments en métal que je trouve. J'aime ça, utiliser des objets qui s'étaient mis à côté. J'ai toujours travaillé avec ça. J'aime pas acheter quelque chose de nouveau, j'aime récupérer. Puis le bois, ça m'inspire. Il y a plein de couleurs, de textures. J'adore la texture. Et puis, c'est comme ça nous donne une inspiration avec la forme. Puis c'est fun quand tu vas dans le bois, puis on trouve des morceaux. C'est toujours des morceaux qui sont à terre ou ils étaient coupés parce qu'ils étaient malades. Et puis là, c'est de la valeur à remettre ces morceaux de bois-là dans une œuvre d'art. Alors, c'est très intéressant. Puis à la fin, on a quelque chose de complètement différent. Bonjour, chers amis, bienvenue à cette autre émission Mosaïque. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une artiste qui sculpte de drôles d'oiseaux avec des grosses fesses. Et je nomme Nancy Farnham. Bonjour, Nancy. Bonjour, comment ça va? Bien, merci, Nancy. Merci. Nancy, on voit des œuvres derrière moi, dont l'oiseau avec des grosses fesses, oui. Qui ont un côté quand même très humoristique. J'imagine que l'humour chez vous, c'est assez important, ça, n'est-ce pas? Très, oui. C'est le numéro 1. Numéro 1. Il faut. Donc, quand vous me disiez avant de commencer l'entrevue que quand vous... Parce qu'on voit les œuvres derrière nous, puis on va s'en servir, là, que vous commencez avec les branches, avec des branches, puisque les jambes sont faites de branches. Bon, on pourra parler de l'habillage après, mais que c'est ça qui dicte un peu vos personnages, la posture, mais que vous leur donnez quand même une tournure très rigolote. Oui. Bien, je pense que ce jour-là, il faut rire. Il faut être... l'art peut être accessible aussi. Puis, quand j'utilise comme les branches, les affaires naturelles, c'est ça qui me donne l'idée du fond de l'animal ou de la personne. Alors, c'est fun de jouer avec la nature. Puis ça, s'il y a une nœud sur la branche, ça devient un kneecap. Des affaires comme ça. Donc, on se sert finalement de la nature pour construire l'identité des personnages qu'on a derrière. Exactement. Là, prenons-les. Est-ce qu'on commence vraiment avec les branches? Avec quoi on commence? Avec l'idée? Vous la dessinez? On arrive comment, en bout de ligne, à faire ça? Ça se passe comment? D'habitude, j'adore les oiseaux. J'ai travaillé toujours avec les oiseaux. Okay. Alors, je commence juste avec la forme, mais j'ai jamais une idée de ce que je vais faire. Okay. C'est vraiment en travaillant, quand on fait comme les fesses, puis là, il devient plus grand, puis là, ça me dit quoi faire après. Puis d'ajouter des tétons, disons. Puis, oui, mais j'ai jamais une idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Sauf si je fais une commission, puis là, il faut que si je j'avais un mandat précis. Là, exactement. Okay. Là, je vais faire un dessin, puis je vais faire ça. Mais à part de ça, j'aime vraiment faire comme on the fly. J'aime jouer avec ça. Nancy, vous êtes née à Hudson. Oui. Vous habitez maintenant à Sainte-Marthe. Vous me disiez que vous créez dans une grange, c'est ça? Oui, je viens juste de déménager mon studio à Saint-Lazare. J'ai une amie qui a acheté une maison avec une grange avec 5 box stalls. Alors, on a tout redécoré, puis chacun, on a pris une box stall, puis on a un atelier où on va donner des cours. On a une petite cuisine, on a une chambre juste pour photographier nos œuvres. Wow. Puis on veut aider des autres artistes à faire des courses, à comment photographier, comment faire ton site web, des courses de peinture. Alors, ça va être une communauté à cette place pour travailler avec des autres artistes. Est-ce que c'est ça, vous vous entraidez entre vous, oui. Selon vos talents et tout? Il se crée une petite communauté là, oui. Au service de l'art, finalement. Exactement. Et les gens du public peuvent aussi aller la voir, cette grange. On peut y accéder. C'est pas ouvert au public, sauf quand on a des courses. Okay. Mais la grange où je travaille, c'est Two Barnells à Hudson. Okay. C'est là où on a nos œuvres et puis on a une galerie d'art aussi. Alors, j'ai mon studio dans une grange et j'ai ma boutique dans une grange. Alors, c'est fun. C'est toujours dans le même style. Et si on fait un retour dans le passé, comment l'art est entré dans votre vie? Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être artiste? Je pense que oui, mais j'ai essayé d'autres choses. J'ai fait coiffeuse, des choses un peu créatives, mais l'art était toujours là. Puis c'est quand ma sœur a eu une bébé que j'ai fait ma première sculpture en papier mâché. Puis c'était un chien avec une lampe. Puis là, j'ai dit, j'adore ça. Puis là, j'ai commencé vraiment
à travailler là-dedans. Mais j'ai fait des faux finis pour 20 ans. J'ai travaillé là-dedans, puis ça a bien été. Alors là, je trouve que je mets mes talents dans les sculptures. Puis les sculptures, ce sont, comme celles qu'on voit là, c'est des sculptures en papier mâché, c'est ça? C'est comme un paper pulp. C'est comme le papier mâché, mais je fais un mélange comme la glaze, un peu. À moi-même, c'est tout naturel, mais ça durcit très, très fort, puis ça va durer des années. Alors, c'est tous des matériaux que moi, je ramasse, puis je fais mon recette. Ma recette. Oui. La recette secrète, oui. Comme la potion magique. Oui. Vous fabriquez aussi des œuvres de plus grande envergure. Hein? Je vous ai entendu parler tantôt. Oui, du land art. Land art, c'est oui, ça. Je travaille avec des branches, toujours des grosses œuvres, des nids, des gros oiseaux, des chevals. J'en ai fait une pour... ils ont fait la tournée avec les containers pour Vaudreuil. Oui. Et puis j'ai fait une bicyclette, je leur ai donné ça, une grosse bicyclette à côté du canal. J'aime beaucoup faire des œuvres en branche pour donner, pour les amasser des fonds, des charités. Des œuvres de charité. Oui, ça pour moi c'est très important. Et puis c'est des œuvres que j'aime donner pour l'argent, pour une société. Ça, vous redonnez beaucoup, non seulement des œuvres, mais du temps aussi, vous aidez les autres. Oui. C'est ce que vous avez besoin pour être heureuse dans la vie? Je pense que oui, j'aime ça beaucoup. Puis d'aider quelqu'un, ça fait tellement du bien. Puis pourquoi pas? Puis il y a toujours de quoi qui revient quand on fait ça. Il n'y a pas de raison pour juste être toute seule. Je trouve que le plus qu'on aide quelqu'un, le plus que lui va aider quelqu'un. Puis ça crée une communauté qui est très heureuse. Puis je trouve que, comme dans la grange à Two Barn Owls, on essaie beaucoup d'aider du monde. Puis là, ils deviennent comme les amis, puis ils amènent d'autres mondes. Puis c'est comme toute une communauté qui est... une énergie. Oui, c'est vrai. Ça fait jamais du mauvais d'aider quelqu'un. Même si c'est juste petit, ça prend pas grand-chose pour changer la vie de quelqu'un ou même changer une journée. Puis on dit ce qu'on donne, c'est un grand adage, là. On prend ça comme on veut, mais on dit que ce qu'on donne dans la vie nous revient au centuple souvent. Ah oui, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Ça? Oui. Puis tout le monde a quelque chose de bon en dedans. Alors des fois, on voit quelqu'un qui vient dans la grange, des fois, ils sont pas en bonne humeur, puis on donne un petit verre de vin, un café, quelque chose pour donner une expérience. C'est pas juste qu'on veut qu'ils magasinent, on veut donner une expérience de la grange, de l'art, une discussion. À faire quelqu'un rire. C'est ça qui est important. Alors, c'est fun d'avoir un magasin, mais aussi jouer avec du monde. C'est ça qu'on aime. Mais Nancy, justement, vous êtes proche des gens. Vous connaissez bien la communauté Hudson, vous connaissez bien la communauté de Vaudreuil-Soulanges. Là, c'est une grande question, puis on n'est pas obligé d'élaborer des heures là-dessus, mais est-ce qu'on fait face à deux solitudes, souvent en culture? Si on prend juste l'exemple de la culture, où il y a quand même des ponts qui se créent entre les deux communautés, francophones et anglophones? Hein? Je trouve pas, non. Peut-être avant. Okay. Avant, c'était plus dur, mais maintenant, vraiment, nous, on n'a jamais eu des problèmes. On essaie le plus possible de parler en français, puis je trouve que notre clientèle est 70% francophone, puis ils viennent d'ailleurs, puis vraiment, eux sont des shoppers. Et puis, on n'a jamais eu des problèmes de langue. Jamais, jamais. Et puis, je trouve, maintenant, je commence à travailler un peu plus à Vaudreuil. Puis, au moins, si on essaie, du monde sont très réceptifs. Et puis, je trouve qu'on s'entend bien maintenant. Peut-être avant, c'était un différent problème, mais maintenant, pas de problème. Dans l'art, il n'y a pas de frontières, finalement. C'est ça, oui. Mais même dans la vie, je pense que ça va mieux. Ouais. Oui, dans la vie sociale, puis ça va beaucoup mieux. Nancy, en terminant, parce qu'on pourrait continuer très longtemps à parler de ce sujet très intéressant, mais en terminant, si les gens veulent voir vos œuvres, ça fonctionne comment? On vous appelle? On va voir sur votre site web? Oui, le site web, c'est la meilleure chose parce que tu pourrais toujours venir à mon studio, mais la grange est ouverte de mai à fin octobre, le jeudi, vendredi, samedi. Et puis, la meilleure chose, c'est de venir là parce que tu vas y avoir la galerie d'art avec des artistes invités, ainsi que mes œuvres et les œuvres de mon partenaire de travail, Mavis. Et cette année, on introduit 6 femmes qui font comme des métiers d'art, de la poterie, des
des affaires en bois, mais des choses très intéressantes qui sont à notre style. Nous, on est des affaires naturelles, texturées, organiques, pas colorées. Puis toutes ces femmes-là, ils travaillent dans le même genre. Alors, on est très heureuse de rejoindre ça. Puis c'est tout fait à Québec, surtout dans la région. Mais ils sont talentueux, c'est incroyable, puis ils sont gentils. Puis là, on crée une autre petite communauté. Si on est gentil, on va peut-être même avoir un verre de vin. Peut-être 2. Peut-être. Nancy, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir. Puis, merci bon beaucoup. Succès pour la suite des choses. Vraiment. Merci bien. Et tant qu'à vous rester des nôtres, on revient dans quelques instants. Salut. Nous sommes à la Maison Tressler et plus précisément dans la salle à manger de la Maison Tressler en compagnie de Louise Leblond-Vallée, la directrice de la Maison Tressler. Bonjour Louise. Bonjour. Louise, on est dans la salle à manger. Est-ce que c'était ça à l'origine, une salle à manger dans la Maison Tressler ici? Comme l'évoque l'illustration de Frédéric Bach, on voit que c'était la salle à manger de M. Tressler, de ses commis, les commis importants, du curé de Guire, qui était son grand chum, avec qui il pouvait... le curé aimait bien manger parce qu'il était bien important. Donc, il était souvent invité à la table de M. Tressler. Oui, c'était sa salle à manger à ce Mais ça a moment-là. déjà été une chambre à coucher aussi ici. Oui, à l'époque des Dubuc, quand les Dubuc ont acheté la maison, qu'ils l'ont restaurée, c'était la chambre bleue. C'était leur chambre à coucher. Mais Raymond Barre, le président français, a déjà couché dans cette chambre à l'époque des Dubuc. Il était en voyage ici. À la fin des années puis, 70, c'est ça? À peu près, oui, c'est ça. Alors, cette chambre-là, cette pièce-là a beaucoup d'histoire. Bon, là, Louise, on pourrait aller dans plein de directions aujourd'hui parce qu'on sait que la Maison Tressler possède une histoire très riche. Moi, j'aurais envie de commencer par l'an zéro. Avant même qu'il y ait une maison ici, on retrouvait quoi? Si on parle du début, là, qu'est-ce qu'il y avait ici? Bien, M. Tressler a acheté les terres ici. On avait déjà une maison en 1786. Okay. C'est que lui, il était engagé par les Allemands comme mercenaire. Et puis, après la guerre, il est demeuré ici, puis il est devenu marchand ambulant. C'était un homme très, très ambitieux. Et naturellement, quand il a découvert cette pointe stratégique, près de l'eau pour aller chercher des produits vers Montréal pour l'idéal, c'était d'être grossiste, de faire un magasin général. Alors, il a acheté la petite maison en 1786. Qui était ici même? Non, elle était plus près de l'eau, okay. près des rives. Et puis, par la suite, c'est seulement en 1798 qu'il a bâti le premier quart de cette maison-là. Le magasin général en 1805 et le salon 1806, mais à cette époque-là, c'était des chambres à coucher. Alors, la construction de cette grande maison-là s'est faite en 3 parties, mais sa première résidence, elle était déjà sur le lot vers 1786. Alors, c'était une petite maison pièce sur pièce à ce moment-là qui servait de résidence pour sa famille et aussi de magasin général. Et si je ne me trompe pas, c'est cette maison-là, vous avez découvert les fondations de cette maison-là il y a quelques années seulement? À la fin, en décembre 2017, on a eu des fouilles archéologiques avant de faire des travaux de stabilisation. Et puis, fort heureusement, parce qu'on a découvert vraiment les fondations de cette première maison. Et c'est étonnant, c'est pas si creux. Les murs de pierre sont presque aussi larges que les murs de pierre de cette maison-là. Et on voit encore les planchers. Alors, nous, naturellement, on n'est pas allé, on a fait seulement que la bordure, on n'a pas le carré complet de cette première maison, mais plusieurs autres bâtiments secondaires aussi qui étaient vraiment au bord de l'eau sur la pointe ici. Donc, si on faisait d'autres fouilles, s'il y avait un projet qui permettait de faire d'autres fouilles, on pourrait découvrir autre chose, assurément. Trouver autre chose, puis pas seulement sur le terrain présent, sur les autres terres, parce que tout lui appartenait. Le moulin était où est l'actuel aujourd'hui. Alors, son moulin à farine, il y avait naturellement du bétail, de la culture, il y avait une usine de potasse. Tout, lui, là, il s'auto-suffisait à lui-même, engageait des employés. Il y a des documents notariés, des jeunes, à ce moment-là, on engageait des jeunes à 9 ans, 10 ans pour travailler sur les terres. Et lui, il faisait tout notarié. C'était souvent le notaire de Guire qui apposait
faisait sa signature. Il avait décidé, quand il a épousé Marguerite Noël, sa première épouse, de parler en français et d'écrire en français. Okay. Parce que c'était mieux pour les affaires. Alors, naturellement, cette pauvre Marguerite, elle est décédée très jeune. Elle n'a jamais vécu dans cette maison, mais les actes notariés sont restés avec des détails super importants, pouvant nous aider à reconstituer l'histoire aussi. Et à comprendre ce qui se passait à cette époque-là, naturellement. Exactement. Mais c'est ça, si on se reporte à l'époque, c'était un incontournable, Jean-Joseph Tressler, dans la communauté. C'était un personnage fort influent, quand même. Oui. Mais les gens ne venaient pas... Ici, c'était le magasin, mais les gens... C'était la résidence magasin général. Donc, okay. La famille demeurait ici, mais aussi des employés. Alors, par exemple, le commis qui a épousé sa fille Catherine contre son gré, était celui qui faisait la comptabilité. Et lui, comme commis et homme important, engagé, il avait le droit de manger avec la famille. C'est peut-être comme ça que Catherine a commencé à lui faire les yeux doux. Alors, ça, on ne sait pas, mais on peut supposer. Mais en fait, c'est ça. C'était vraiment, il y avait une portion du personnel qui demeurait ici, qui avait peut-être des petits alcôves, là, pas des grandes chambres, mais il y avait quand même des employés qui demeuraient ici, ainsi que la famille et toute l'action du magasin dans la voûte. Alors, puis à la fin de sa vie, naturellement, avec Parc Canada, ils ont pu prouver qu'il était grossiste. Donc, il y avait tellement d'inventaire dans son magasin, c'est qu'en fin de compte, par la pointe où il était situé, tous les marchands de l'Ouest devaient passer sur ses terres. Et lui disait, un instant, vous allez acheter ici, moi, je vais aller chercher les choses vers Montréal, mais vous allez acheter de mon magasin. Donc, c'était comme le premier Costco, si vous voulez. C'était vraiment un visionnaire. Puis presque tout le monde lui devait de l'argent. Ça encore, c'est par acte notarié. Même le curé de Guire lui devait de l'argent. Ouais. Et puis, donc, il a fait de la politique dans le temps du Bas-Canada. C'était un visionnaire. Il avait même placé le seigneur de la seigneurie parrain de son fils aîné de son deuxième mariage. Donc, c'était de toujours se rapprocher des gens riches, d'avoir une plus grosse maison que le seigneur. C'était un homme important à l'époque. Oui, il savait avec qui bien se tenir, quelque part. Oui. Louise, si on veut en apprendre davantage, on prend un rendez-vous avec toi? On vient à la maison? Oui, prendre rendez-vous avec moi. Je fais plus de gestion, mais quand même, quand je suis disponible, je peux très bien faire la visite guidée. Mais j'ai des guides. On espère les employés, les étudiants d'été aussi, qui sont de très bons guides. J'ai des bénévoles qui font des visites guidées. J'ai une employée, Maryse, qui est excellente aussi, qui est là. On est ouvert à l'année, nous, 50 semaines sur 52. Donc, dans les heures d'ouverture, les gens peuvent se présenter, puis on peut effectivement raconter l'histoire de la famille, des descendants et de tout ça. Là. Et s'en faire sa propre interprétation aussi, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette maison-ci. Oui. Mais Louise, merci beaucoup encore une fois de nous avoir reçus. C'est très agréable. Merci, Patrick. Tant qu'à vous, visitez votre maison Tressler. Elle est ici, elle est pour vous. Puis à la prochaine. Salut!